Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la décroissance radioactive. Alors évidemment, il s'agit de noyaux qui sont instables, des noyaux radioactifs. Alors comme j'ai pu l'exprimer et l'expliquer dans une précédente vidéo, un noyau radioactif, c'est un noyau qui est instable. Il a une certaine probabilité de désintégration, et cette probabilité de désintégration est directement liée à son profil énergétique. Il faut bien comprendre que lorsqu'un noyau se désintègre, il va passer d'un état énergétique plus élevé à un état énergétique plus bas et plus stable. Mais parfois, ce noyau énergétique, il a besoin de franchir une barrière énergétique. Dans le cas de l'uranium-235, cette barrière énergétique, il peut la franchir en recevant un neutron, ce qui va entraîner sa désintégration, ou de manière spontanée, il peut fissionner, car il a une probabilité de présence de l'autre côté du profil énergétique. Alors ça, c'est très lié à la mécanique quantique, ce sont des phénomènes beaucoup plus complexes que l'on ne va pas traiter dans cette vidéo, mais un noyau instable a une probabilité de présence de l'autre côté de la barrière énergétique. Et une fois qu'il se retrouve de l'autre côté de la barrière énergétique, il va pouvoir fissionner. Alors c'est un petit peu comme si il avait creusé un tunnel dans ce profil énergétique, d'où le fameux effet tunnel, peut-être dont tu en as déjà entendu parler. Alors tous les noyaux n'ont pas la même probabilité de désintégration. Il y a des noyaux qui ont une probabilité de désintégration plus faible parce que le profil énergétique est plus haut. Cette barrière qui est ici, cette barrière de potentiel énergétique est plus haute et donc plus difficile à franchir. Ça, c'est directement lié à finalement leur capacité à se désintégrer spontanément. Alors, il y a un effet tunnel, toujours de la même manière, mais il est beaucoup moins probable. Alors, pour essayer de mieux comprendre les choses, je te propose une petite activité basée sur des dés et essayer de comprendre comment, à partir d'un phénomène probabiliste, on arrive quand même à déterminer des lois mathématiques. Donc dans cet exemple, nous allons essayer de comprendre comment, à partir d'un événement purement aléatoire, on peut quand même déduire une loi mathématique. Donc je vais utiliser un dé à 6 faces. On va considérer que c'est un noyau radioactif et qu'à chaque fois que je lance le dé, il s'écoule une durée de 1 jour. Alors, on va considérer également que si je fais un autre chiffre que le 6, le 2 par exemple, ben, le noyau ne se désintègre pas. Il reste radioactif, mais ne se désintègre pas. En l'occurrence, si je fais un 6, dans ce cas-là, on va considérer que le noyau se désintègre. Je lance le dé une première fois, il s'est écoulé 1 jour. Je lance le dé une deuxième fois, il s'écoule de nouveau une journée, une troisième fois, une quatrième fois. Je viens de faire un 6, et de nouveau un 6. Alors là, je viens au total de lancer le dé 5 fois et j'ai fait 2 6. Bon, si on regarde d'un point de vue purement probabiliste, j'ai une chance sur 6 à chaque jet de tomber sur le 6 et donc que le noyau se désintègre. Là, sur 6 lancés, donc sur 6 journées, je suis tombé 2 fois sur 6. Alors ça veut dire que globalement, cet événement de désintégration s'est produit un tout petit peu plus fréquemment qu'il n'aurait dû se produire. Alors, c'est difficile de tirer une loi mathématique avec un seul dé. C'est pour ça qu'on va être obligé de procéder un tout petit peu différemment pour déterminer une loi mathématique avec un événement purement probabiliste. Donc là, pour éviter les fluctuations statistiques liées à un événement purement aléatoire, il faut travailler avec un plus grand nombre de noyaux. Dans ce cas-là, on va essayer de bosser avec 1000 noyaux radioactifs. Allez, c'est parti, 1000 noyaux radioactifs. Ok, alors comme tu ne le sais pas encore, mon deuxième nom c'est Forrest Gump. Je viens de compter le nombre de désintégrations et il y a exactement sur la table 152 dés qui présentent la phase 6. Donc il ne reste plus que 848 noyaux radioactifs sur cette table. Bon, je vais t'épargner le bruit, le comptage des dés et on va poursuivre sur l'ordinateur parce que j'ai répété cette expérience-là un grand nombre de fois jusqu'à ce que il n'y ait quasiment plus de noyaux qui soient radioactifs et que tous se soient désintégrés. Allez, à tout de suite, on se retrouve sur le diaporama. Bon, comme j'ai voulu t'épargner un petit peu de bruit, voici les résultats de l'expérience que nous venons de réaliser. Au tout départ, on est parti avec une population de 1000 noyaux radioactifs. Au premier lancer, je t'ai dit qu'il y avait 152 noyaux qui s'étaient désintégrés. Il en reste donc 848. Donc on a une population de noyaux radioactifs qui a diminué de 152. Donc on a donc moins 152 noyaux radioactifs. Ça, c'est au bout d'une journée. Au bout de la deuxième journée, on en a 144.
au bout de la 3e journée 115, et le fait d'avoir une grande population de noyaux nous rapproche statistiquement de 1/6 des noyaux qui se désintègrent à chaque lancée, à partir du moment où la population de noyaux est suffisante. Ensuite, évidemment, on s'attend à une décroissance du nombre de désintégrations par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on a un échantillon radioactif, au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de noyaux qui sont radioactifs, ils vont se désintégrer au fur et à mesure pour fournir de l'énergie déjà dans un premier temps et des particules fines. Alors attention, c'est pas pour autant que c'est moins dangereux, parce que on a vu dans les lois de conservation et dans la vallée de la stabilité que finalement un noyau en se désintégrant, il peut très bien créer des particules fines qui elles-mêmes sont radioactives. Bon. On va essayer maintenant de mathématiser un petit peu ce phénomène-là, parce qu'il y a une décroissance. Alors j'ai placé la population de noyaux radioactifs dans un tableau. Donc en ordonnée, on a le nombre de noyaux radioactifs, restants radioactifs, et en abscisse, le nombre de jours. On voit une courbe ici, et cette courbe-là, elle est totalement modélisable par une fonction mathématique. Alors, quand on va parler d'un nombre de noyaux, n de t, généralement, on va également parler de la variation de ce nombre de noyaux qui restent radioactifs. Donc n de t plus delta t, donc c'est à une date, par exemple à la date t égale 2 jours, n de t plus delta t moins n de t, donc finalement n de t si on prend le jour moins 1, et bien on s'aperçoit que la veille il y avait plus de noyaux que le lendemain. Donc delta n ici c'est la variation du nombre de noyaux qui restent radioactifs, et donc cette valeur-là, delta n, est nécessairement négative. Si on regarde dans le tableau, ça veut dire que le jour d'avant, on était à 1000 noyaux radioactifs, le jour d'après, on est à 848 noyaux radioactifs, donc ça veut dire qu'il y a moins 152 noyaux radioactifs au total dans cette population. L'activité. L'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Elle est mesurée en becquerel. Alors en radioactivité, tu trouveras beaucoup d'unités, mais l'unité officielle, c'est le becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Elle est égale à delta n sur delta t, c'est-à-dire le nombre de désintégrations pendant la durée de comptage. Donc une activité à un instant donné, elle va tendre vers une valeur lorsque delta t va tendre vers 0. Alors dans l'idéal, c'est l'activité, c'est un nombre de désintégrations par seconde. Donc c'est de compter la variation de population de noyaux au total, donc de compter combien est-ce qu'on a de désintégrations, qui correspond à moins delta n, et de diviser par la durée pour ramener finalement cette activité à un nombre de désintégrations par seconde. Alors comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo, la radioactivité c'est un phénomène qui de base est naturel. L'homme par exemple a une activité d'à peu près 8000 becquerels, essentiellement liée au potassium 40 et au carbone 14 que l'on a à l'intérieur de notre corps, qui est fixé sur les os et les différents organes. Le lait a une activité de 80 becquerels liée au potassium 40, excusez-moi. Les cendres de barbecue qui sont également radioactives à cause de la présence de carbone 14. Le granit, lui, c'est un minerai duquel on a extrait par exemple de l'uranium. L'uranium, c'est évidemment un élément, tu le sais certainement, qui est radioactif et qui, en se désintégrant, va donner des particules fines qui elles-mêmes sont radioactives. On pourra parler par exemple du radon dans une prochaine vidéo. La demi-vie. La demi-vie, c'est quoi? C'est la durée nécessaire pour que la moitié de la population de noyaux qui étaient radioactifs au tout départ, finalement, se soit désintégrée. Alors cette demi-vie, elle est directement liée à la nature même du noyau. Dans le début de la vidéo, je parlais du profil énergétique. Si on a un profil énergétique avec ici finalement une variation d'énergie entre l'état initial et l'énergie maximum qui est faible, ça veut dire que la probabilité de présence du noyau de l'autre côté de ce profil énergétique est elle reste faible, mais on va dire acceptable. Ça va être le cas des noyaux qui vont facilement, spontanément fissionner. Alors on a par exemple ici le noyau de technetium qui, lui, il va émettre un rayonnement gamma, c'est un tout petit peu différent. Si on prend par exemple le césium, 30 ans, voilà. Lui, 30 ans, c'est sa période de demi-vie. C'est-à-dire que sur une population de 1000 noyaux de césium, au bout de 30 ans, il n'en restera plus que 5000 qui sont radioactifs. En revanche, on s'aperçoit par exemple que l'uranium 235,
sa période de demi-vie, c'est de 7,2 10 puissance 8 années. Ça veut dire quoi sur son profil énergétique? Ça veut simplement dire que la variation, la barrière énergétique située ici est beaucoup plus élevée, et que donc sa probabilité de présence de l'autre côté de cette barrière énergétique, qui veut donc dire que ça y est, il a fissionné, elle est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire qu'il y a moins de noyaux qui vont se désintégrer, et s'il y a moins de noyaux qui vont se désintégrer, d'un point de vue statistique, ça veut dire que la période de demi-vie va s'allonger et que, effectivement, on peut tomber sur des valeurs qui sont extrêmement importantes. La demi-vie. Alors maintenant, on va rentrer dans le côté un petit peu mathématique de cette activité sur la décroissance radioactive. La demi-vie, elle est notée T1 demi. Ici, on a vu la courbe, voilà, qui représente bien ce que c'est que la demi-vie, c'est-à-dire que au tout départ, on part avec une population N0 de noyaux, et que lorsque l'on arrive à la demi-vie, cette population de noyaux a été divisée par 2. La courbe qui est ici est très facilement modélisable avec une fonction mathématique qui s'appelle l'exponentielle. Alors, cette équation de décroissance radioactive, elle commence par le facteur N0. N0, c'est le nombre de noyaux initialement radioactifs. Lambda, c'est la constante de radioactivité de l'isotope. Et T, évidemment, c'est la durée exprimée en secondes. Alors, il y a un lien évidemment étroit entre cette constante de radioactivité et la demi-vie. Parce que on imagine bien qu'avec une demi-vie courte, cette décroissance va être plus importante, et qu'il faut donc que cette équation puisse nous le traduire également. Alors l'activité en Becquerel, c'est la variation du nombre de noyaux en fonction du temps divisé par le temps. C'est en fait la dérivée de la fonction n de t. Alors, si on applique la définition de la demi-vie, c'est la date à laquelle la population de noyaux initiale a été divisée par 2. Donc, à la date t1 demi, la population, elle vaut n0 sur 2. C'est ce qu'il y a ici sur le graphique. Alors, je remplace les différentes variables dans l'expression. n0 sur 2, c'est égal à n0 exponentielle moins lambda t1 demi, parce que cette expression-là mathématique, elle est valable quelle que soit la date t, et y compris pour la date t1 demi, la durée de demi. Bon, très bien. Donc j'enlève juste la première partie ici, on se retrouve avec n0 sur 2 égale n0, facteur de l'exponentielle de moins lambda fois t1 demi. On va évidemment simplifier par n0 les deux côtés de cette expression, ce qui nous donne 1 demi. La fonction réciproque de l'exponentielle, c'est la fonction logarithme. Alors je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'était quelque chose qu'il faut savoir en mathématiques. Donc on va appliquer la fonction logarithme des deux côtés. Donc logarithme de 1 demi égale moins lambda fois t1 demi. Alors de la même manière, le logarithme, il a une particularité, c'est que quand on va inverser le 1 et le 2 à l'intérieur de la parenthèse, on va faire apparaître le signe moins. Donc ici, je me retrouve avec moins ln de 2 est égal à moins lambda fois t1 demi. Donc ensuite, je supprime les signes moins de chaque côté de l'égalité. On se retrouve avec ln de 2 égale lambda fois t1 demi, et donc t1 demi égale lambda sur 2. Maintenant, on va aborder deux petits exercices qu'il faut absolument savoir refaire, c'est à savoir exprimer l'activité en fonction du temps, en fonction de n0, lambda et t. On a vu que l'activité, c'était moins la dérivée temporelle de la population de noyaux par rapport au temps. Donc je remplace n de t par l'expression qu'on a vue sur la diapo précédente, n0 exponentielle moins lambda t. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle en elle-même en faisant sortir le coefficient lambda. Donc on a lambda n0 exponentielle moins lambda t. Donc s'il fallait déduire une relation entre l'activité et le nombre de noyaux, bon ça c'est assez logique, hein. On a vu tout à l'heure que plus il y avait de noyaux, et plus potentiellement on pouvait avoir un nombre de désintégrations par seconde qui était important. Donc on a l'activité ici qui est égale à lambda fois n de t. Ça sort d'où ça? Ça sort d'ici. La n0 exponentielle moins lambda t, ce n'est ni plus ni moins que n de t. Donc l'activité c'est bien lambda fois n de t. Maintenant, s'il fallait en déduire une relation à t égale 0, cette relation-là, elle est valable quelle que soit la date, et y compris à la date t égale 0. Donc on peut écrire la relation suivante. Ça, c'est le premier exercice, c'est le b.a.-ba de ce qu'il faut savoir faire, et que tu vas certainement retrouver dans bon nombre d'exercices dans ton livre ou pour le bac. Un autre exercice sur l'iode 131 qui est utilisé en médecine nucléaire. Sa demi-vie est de 8,1 jours.
Ça, c'est l'intérêt de cet élément-là, c'est que il a une probabilité de désintégration qui est importante, et donc sa demi-vie qui va être relativement faible. Donc en gros, le corps humain ne va pas rester en contact avec ces radioéléments trop longtemps. À l'instant t égale 0, l'activité de cet échantillon, c'est de 2,2 10 puissance 5 becquerel, donc 2,2 10 puissance 5 désintégrations par seconde. Ce sont ces rayonnements gamma qu'il va émettre lorsqu'il va se désintégrer qui vont être captés par les appareils de médecine. Alors donner une estimation du nombre d'atomes radioactifs présents à cet instant. Donc on va reprendre la relation que l'on vient de voir dans l'exercice présent. On a l'activité qui est égale à lambda fois n0. Donc ici, on a n0 qui est égal à A0 sur lambda, hein, c'est une simple petite manipulation de cette relation-là. T1,5 qui est égal à ln2 sur lambda, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et lambda qui est égal à ln2 sur T1,5. Donc derrière, on peut en déduire que n0, c'est égal, si je remplace lambda par l'expression qui est ici, à A0 fois T1,5 sur ln2. Je remplace après les différentes variables par leur valeur. Donc l'activité, 2,2 10 puissance 5, et là les 8 jours, il faut que je les convertisse en secondes. Je te rappelle que l'activité en becquerel, c'est une unité qui permet de déterminer un nombre de désintégrations par seconde. Donc 8 jours, dans lesquels il y a 24 heures, et dans chaque heure, il y a 3600 secondes. Ce qui nous donne une population initiale de 2,2 10 puissance 11 noyaux radioactifs. Ensuite, derrière, il n'y a plus qu'à utiliser la relation, donner une estimation du nombre d'atomes radioactifs après une année. C'est très simple, on utilise la population de noyaux N de T et la relation qu'il faut connaître, comme on a vu sur la diapo précédente. C'est égal à N0, à savoir le nombre d'éléments radioactifs à la date T égale 0, exponentiellement à lambda T. Alors lambda, dans cette expression-là, je vais le remplacer par ln2 sur T1,5. ln2 sur T1,5 avec le 8,1 fois 24 fois 3600 pour le convertir en secondes. Ok, très bien. Et la date T? Et la date T, c'est au bout d'un an, à savoir 365 jours, dans lesquels il y a 24 heures, et dans lesquels, dans chacune des heures, il y a 3600 secondes. Ce qui nous donne 10-3 noyaux. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas vraiment de sens, parce que ça donnerait moins d'un noyau. Là, ça veut clairement dire que, globalement, il n'y a plus de noyaux radioactifs, on doit tomber à zéro, et que statistiquement, à l'intérieur du corps humain qui a subi l'analyse médicale, il n'y a plus de noyaux radioactifs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre la loi de décroissance radioactive et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.